Ouais, Juliette va commencer. Donc, Juliette, Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Hein, vous avez de la chance, nous on a les pulls parce qu'il fait un peu plus frais ici, mais voilà. Donc, en fait, la particularité de ce qu'on va vous présenter, Ingrid et moi, par rapport à, je pense, la plupart des personnes qui vont vous présenter des choses cette semaine, on a la particularité d'être dans une société qui s'appelle Airbus Defence and Space Géo et qui à l'origine s'appelait Spot Image et qui est une société où on a beaucoup de métiers différents parce qu'en fait on s'occupe de la commercialisation d'images satellites. Donc on ne fabrique pas les satellites, mais on commercialise les images, on cherche des applications pour utiliser ces images. Alors, petit souci technique. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Airbus Defence and Space Géo. Alors, à l'origine, c'est une société qui a été fondée en 1982, si je me souviens bien, pour commercialiser les images du premier satellite français Spot 1, qui a été lancé en 1986. Et c'était un satellite optique. Et le but du CNES, donc le Centre national d'études spatiales, c'était de dire, on va lancer un satellite, mais donc il va faire des images. Alors aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu un monde très ancien, parce qu'aujourd'hui, des images satellites, vous en voyez partout. Et là, en fait, en 1982, ils ont dit, on va lancer ce satellite, il va faire des images, mais on voudrait que ce ne soit pas que les scientifiques qui utilisent ces images, et ces images, on est sûr qu'on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, c'était le début de cette société-là. Spot Image a grandi. Au départ, c'était une cinquantaine de personnes. Moi, je suis arrivée en 1992 dans cette société. Il y avait 130 personnes à peu près. Et au fur et à mesure, la société a grandi, on a fusionné. Aujourd'hui, on est chez Airbus Defence and Space Géo et on ne fait pas que de l'imagerie, mais on fait tout ce qu'il y a autour de l'imagerie, donc des stations de réception. Pour les stations de réception, en gros, vous imaginez, c'est des grosses antennes qui permettent à certains de gros clients d'accéder directement à l'image, de dire, tiens, moi je veux cette image-là, et de la recevoir directement, et après ils sont autonomes. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu comment ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on commercialise donc des images des satellites optiques. Donc les satellites optiques, c'est des photos. On peut dire que c'est un peu comme des photos, un peu ce que vous prendrez vous avec votre appareil photo, et des satellites radar. Donc là, radar, on mesure des longueurs d'onde et du coup, c'est pas une image qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc aujourd'hui, on a à peu près donc plus de 1000 clients dans à peu près une centaine de pays. Donc on a 7 satellites optiques et 2 radars. On a beaucoup les resellers, en fait, ce sont des revendeurs, voilà, un peu partout dans le monde. On a beaucoup de gens utilisent nos images et on a des stations de réception directe, donc des partenaires qui réceptionnent directement les images. Et depuis 1986, donc depuis le premier spot, on a plus de 100 billions de kilomètres carrés qui ont été acquis. Donc on a beaucoup, beaucoup d'archives et ça permet aussi d'avoir une vision de la Terre, un historique de la Terre, et de pouvoir étudier par exemple le changement climatique sur certaines régions, etc., puisqu'on a une profondeur d'archives d'images qui est très importante et qui est la plus importante pour une société commerciale. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le côté international de notre société. Donc là, devant, vous voyez dans la photo, c'est à peu près toutes les personnes qui travaillent sur Toulouse, chez Airbus Defence and Space Géo sur Toulouse. Donc Ingrid et moi, on est quelque part, mais je ne sais pas où, parce que la photo est trop petite. Et on a, vous voyez donc sur la carte au-dessus, on a des bureaux un petit peu partout dans le monde.
Et ça veut dire qu'on a aussi des clients un peu partout dans le monde et qu'au quotidien, ça c'est important de vous expliquer qu'au quotidien, en fait, aussi bien Ingrid que moi, c'est un petit peu, on aime à dire que le monde est notre terrain de jeu. On ne s'arrête pas du tout à la France, donc c'est très intéressant d'un point de vue social aussi, parce qu'on rencontre des personnes un peu partout dans le monde, de cultures Ouais. différentes. Voilà, donc c'est un métier qui Et nous plaît on bien. est amené à travailler avec, au quotidien avec toute nationalité, vraiment. Et c'est ça qui est très riche dans notre société parce que régulièrement, on est en contact avec des clients asiatiques, des clients d'Amérique du Sud, enfin, de partout dans le monde. Donc, c'est Voilà. très, très riche, culturellement et socialement, c'est très riche. Alors, pour la petite anecdote, à un moment, je suivais 2 projets en même temps et un qui était sur la Nouvelle-Zélande et l'autre qui était aux États-Unis. Et donc, finalement, mes journées étaient assez longues parce que dès le matin, quand je me réveillais, dès 7h30, 8h, je pouvais avoir des téléconférences avec la Nouvelle-Zélande, mais il fallait que j'attende 8-9 heures le soir pour pouvoir avoir les conférences avec San Francisco. Voilà, donc c'était et en fait, pendant que moi je dormais, eux travaillaient et donc le matin, j'avais toujours des choses à refaire, enfin des échanges, voilà. Hop, non. Alors, qu'est-ce que sont c'est quoi une image satellite et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que comme ça, vous allez dire: «Ben, oui, il y a une image, mais si je ne suis pas scientifique, je ne vais pas faire grand-chose derrière». Alors, c'est pas juste une image, ce sont chaque pixel en fait a des particularités et on peut mesurer plein de choses. On peut analyser tous ces pixels en fait pour savoir quelle est la végétation derrière, ou est-ce que c'est regarder avec l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un champ, parce que chaque pixel n'a pas la même, c'est pas simplement une couleur, mais ça a une valeur numérique et ça permet de faire des tas d'analyses derrière. Alors, les besoins de nos clients, ils sont multiples. Donc, sur cette diapositive, là, vous voyez un petit peu, bon, bien sûr, on a des clients qui sont défense et sécurité. Donc, ça permet aussi de faire, alors, c'est pas pour en tout cas, au niveau de l'imagerie satellite, la défense et sécurité, c'est plutôt tout ce qui est cartographie, voilà, de pays, parce qu'il faut savoir que la différence entre un satellite et une image aérienne, c'est que pour prendre une image aérienne, il faut que vous ayez l'autorisation de survol du pays, parce que l'espace aérien est un espace qui appartient au pays. Et pour une image satellite, on dit c'est open sky, open market. Ça veut dire que le satellite, il est à peu près à 800 km au-dessus de la Terre. Et, et ben cet espace-là, il est ouvert à tous. Donc, on peut prendre des images partout sur la Terre. Voilà, il n'y a pas de restrictions. Après, il y a des restrictions au niveau qui sont plus des restrictions propres au gouvernement, qui est, par exemple, s'il y a des zones en guerre, on va avoir, nous, des lois à respecter en tant que Français et de se dire, bah, voilà, sur telle zone, il faut que les images satellites, elles aient minimum 6 mois. Voilà, mais c'est des points très, 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 très réduits, Spécifique, très ouais. spécifiques et qui sont uniquement dans des cas bon, assez graves de guerre ou de terrorisme ou autre. À la surveillance maritime, ça sert notamment pour voir si vous avez des bateaux qui sont, on peut imaginer des bateaux qui font du dégazage. J'espère qu'à côté de vos belles côtes, vous n'avez pas souvent ce phénomène-là, mais voilà, grâce aux images optiques, on arrive à surveiller en fait des grands rails de transport, de bateaux, etc., et d'essayer de voir quels sont, s'il y a, des infos et du coup de prévenir les gardes-côtes et qu'ils aillent intervenir sur place. Les migrants aussi, Voilà, surveillance surveiller. des départs de migrants des côtes, par exemple, les départs de migrants, par exemple, des côtes libyennes, ce sera surveillé aussi. Ce qui est surveillé, c'est les passages de drogue aussi, sur ce qu'on appelle des go fast. Donc, ce sont des bateaux avec une multitude de moteurs. Et en fait, ils vont très, très vite. Donc, c'est pas facile avec une image satellite de les avoir.
Donc ça, nos images satellites permettent aussi d'attraper. Oui, de détecter Ouais. de détecter des choses qui sont hors de la normale et d'aller voir après plus près sur des enquêtes terrain ce qui se passe. Au niveau de l'agriculture, les images, comme je vous ai dit, ce n'est pas juste de la couleur, il y a des comptes numériques derrière. C'est analysé en fait très précisément. Donc, il y a des images qui sont prises. Si on peut prendre le cas de la France, on a un programme qui s'appelle FarmStar, qui permet à peu près à partir du début de la période végétative au printemps, de faire des acquisitions, je vais vous dire tous les 15 jours, mais je pense que c'est à peu près ça, et de regarder en fait quelle est l'évolution des cultures dans chaque champ. Et ça, c'est assez important parce que ça permet, donc il y a les sur les tracteurs, hein, vous voyez aujourd'hui, on a quand même des tracteurs qui ont les GPS, qui ont le moyen de rentrer des cartes, même numériques. Et ça permet exactement de savoir dans le champ où est-ce qu'il va falloir apporter plus ou moins d'azote, etc. Et donc, ça permet d'avoir une récolte aussi bonne, mais en mettant moins d'intrants, ça s'appelle. C'est moins de produits chimiques, en fait. Parce qu'on sait que là, voilà. Et donc, ça, l'image satellite permet de faire ça. On pourrait le faire aussi, voilà, surveillance des parcelles. On pourrait le faire aussi avec des drones, on peut imaginer. Sauf que là, quand on prend une image satellite pour faire ça, on a 60 km qui est pris la même journée. Donc, ça permet d'avoir de couvrir beaucoup de surface et d'avoir plus d'agriculteurs en fait qui utilisent ce service. Au niveau foresterie, c'est la surveillance, alors déforestation et autres. Vous pourrez regarder parce que récemment, là, cette année, là, on a vendu un assez beau projet pour le ministère de l'Environnement norvégien, qui est, on a mis à disposition, on a vendu des images satellites de Spot 5, qui est un satellite qui n'est même plus dans l'espace aujourd'hui, enfin qui est dans l'espace, qui est en train qui redescend, qui se consume, mais qui ne prend plus d'images satellites. Et ce satellite, on a vendu des images qui datent entre 2002 et 2012-2015, ce qui permet en fait d'étudier sur toute la zone intertropicale, d'étudier la déforestation, comment c'était à cette époque-là et comment c'est aujourd'hui. Voilà. Donc les institutions civiles, c'est pour tout ce qui est les études de barrage avant de faire une route. Par exemple, on peut imaginer chez vous, à La Réunion, on pourrait voir quelle est l'évolution du cratère. Ou, voilà, on peut faire avec des stéréos, on peut faire des modèles numériques de terrain, donc de regarder comment le terrain évolue, voilà. Les exploitations de gaz, c'est pareil, c'est le suivi des pipelines. Tout ce qui est aéroport, c'est la cartographie, ça permet de faire la cartographie d'aéroports et ça permet aussi de faire je suis sûre que vous avez déjà tous joué plus ou moins des jeux vidéo de simulation de vol, etc. Donc avec les images satellites, on peut faire tout ce qui est terrain de simulation de vol. Voilà. Et on en arrive au 8e, donc qui est Location-Based Services. Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans tout ce qui peut servir de fond de carte, et notamment, il y a Google, il y a Bing, il y a Microsoft, voilà, tous ces GAFA qui permettent de se localiser. Et c'est justement ce qu'on a choisi aujourd'hui de vous présenter, Ingrid et moi. Donc, là, c'était une petite présentation sur tous nos satellites. Donc, comme je vous ai dit, on en a plusieurs. Hein. Donc là, ça commence à Spot 5, mais il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 avant. Aujourd'hui, on a Pléiade 1A et 1B, et on a les spots, et on a des satellites radars. Et vous voyez sur la droite de l'écran le Pléiade Neo. Donc ça, ce sont des satellites qui ont été construits ici à Toulouse, chez Airbus Defence and Space, et que nous, Airbus Defence and Space Géo, nous allons opérer
Donc, nous allons vendre des images et trouver des clients pour les images de Pléiade Néo. Pour vous donner une information concernant la résolution, donc la résolution, c'est le pixel de l'image, qu'est-ce qu'il représente au sol. Pour les images Pléiade, un pixel, il représente 50 cm. En fait, le produit Pléiade représente un pixel, c'est 50 cm par 50 cm. Pour Spot, c'est 1,50 m par 1,50 m. Et sur Pléiade Néo, on va descendre à 30 cm par 30 cm. Voilà. Donc, ça permet quand même de cartographier de plus en plus de choses et ça ouvre de nouvelles applications. Oui. Non. Est-ce que tout le monde a compris quand elle a dit GAFA? Non. Donc, c'est ça. C'est quoi la parce qu'elle parlait justement de Google, de machin. Donc, aujourd'hui, GAFA, ça qualifie les grosses sociétés qu'on connaît. En fait, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. On appelle GAFA. Voilà. Voilà, oui, merci. Donc là, j'ai choisi de pas, puisque nous, on ne va pas vous présenter trop le côté technique de l'imagerie, mais là, je fais juste un zoom sur les images Pléiade. Pourquoi les images Pléiade? Parce que c'est justement celles qu'on a vendues au travers du projet qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, les images, elles sont acquises. Il y a plusieurs bandes spectrales. Donc, on a une acquisition qui est double. On a une acquisition en panchromatique, donc en noir et blanc, qui a une résolution de 5 mètres. Le produit a une résolution de 50 cm, 0,5 mètres. Et on a l'image multispectrale qui a un produit à résolution de 2 mètres et qui a 4 bandes spectrales, donc qui permet en fait d'aller mesurer des choses différentes. Comme on a vu tout à l'heure, il y a des tas d'applications et donc suivant le domaine dans lequel on travaille, on va plus ou moins travailler avec une bande ou deux, ou on va prendre les informations qui nous conviennent. Et quand on mixe ces deux images, on peut faire un produit en prenant et le panchromatique et le multispectral. Ça nous permet d'avoir toute la richesse de l'apport de la bande multispectrale, donc les 3 couleurs, de faire des choses plus visibles, d'avoir plus d'informations et d'avoir la résolution qui est offerte par le panchromatique. Et donc, ça donne l'image que vous voyez en bas sur la droite. Donc, c'est une image qui est plus résolue. Donc, plus résolue, ça veut dire plus précise. Hein. Chaque point, on arrive à distinguer plus de choses sur cette image-là. Et en même temps, on a la couleur. Et la couleur nous permet, nous humains, on a l'habitude de voir des tas de choses autour de nous. Et là, c'est une couleur pseudo-naturelle, c'est-à-dire que on reconnaît. Oui, juste une question. C'est un traitement logiciel de 2 acquisitions différentes. Alors, ces 2 acquisitions, en fait, elles sont faites en même temps. Oui. Elles sont faites en même temps par le satellite. Et en fait, c'est au sol qu'on fait un traitement. Effectivement, on fait un traitement au sol pour remettre ces 2 acquisitions en un seul produit. Mais l'acquisition est faite le même jour, à un pouillème de seconde d'écart, parce que les 2 capteurs se suivent. Mais voilà. Et donc, ce sont ces images-là dont on va vous parler. Voilà. Ça, c'était une planche pour vous expliquer un petit peu quel est le propre de notre activité et en quoi Ingrid et moi, quelque part, on se passe le relais. Sachant qu'on a des métiers qui sont très, très proches. Et pour tout dire, il y a 5 ans, je faisais le même métier qu'Ingrid. Donc, c'est des métiers qui sont très transverses. Hein. Et voilà. Donc, comment ça se passe en fait quand on a un projet qui arrive? Au départ, c'est une compagnie, une institution, un client qui nous exprime, soit il sait clairement ce qu'il veut,
soit il sait quel est son besoin. Donc, il est capable de nous exprimer ce dont il a besoin. Et à moi, donc en tant que bid manager, de coordonner en fait coordonner une réponse. Donc, c'est de voir à l'intérieur de notre société qu'est-ce qu'on a comme produits qui peuvent répondre à sa demande, qui pourraient l'aider, et comment est-ce qu'on peut faire pour combiner plusieurs produits pour lui offrir un service qui corresponde le plus possible à ce dont il a besoin. Et du coup, dans ce montage d'offres, on va regarder tous les aspects. Donc, on va travailler aussi bien d'un point de vue technique, on va travailler avec la finance, on va travailler avec le légal, les juristes, pour voir, par exemple, parce qu'il faut savoir que les images satellites, on a des droits de licence. Les droits de licence, c'est un petit peu comme ce que vous achetez quand vous prenez votre abonnement téléphonique. Vous payez un droit de licence pour utiliser SFR ou Orange ou peu importe, mais ça ne vous appartient pas. C'est un petit peu quand vous quand vous regardez un film en streaming. Le film, il ne va pas vous appartenir, par contre, vous payez le droit de l'utiliser. Et même si vous achetez un DVD, ce n'est pas le film qui vous appartient, c'est vous avez la licence pour utiliser ce DVD, et quelque part, même ce DVD, vous n'avez pas le droit, vous, d'en faire une copie ou... Oui, normalement d'en faire une copie, ou vous n'avez pas le droit, par exemple, de le diffuser dans une salle de cinéma. Voilà, donc c'est un petit peu, sur les produits imagerie, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, donc il faut c'est un travail transverse où on regarde si tout fonctionne avec toutes les aussi bien côté légal, côté technique, côté toutes les personnes qui interviennent toute la personne. Au niveau du montage. Et donc on propose ça nous permet de pouvoir proposer un projet au client, et si notre proposition lui convient, eh ben on signe un contrat. Alors entre le moment où on lui propose, après il y a toute une phase de négociation où on peut aller discuter de certains points techniques, on peut discuter aussi du montant de l'offre, enfin on va faire des tas de choses, et il y a un moment, quand ça se passe bien, on signe. Et cette phase-là de montage, de réponse aux besoins du client, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, parfois quelques années. Donc, ça arrive à Juliette. Elle est sur des projets qui ne sont pas encore concrétisés. Donc, ce n'est même pas un projet, on est en phase de montage. Et il y en a, ça fait 3 ans qu'elle est dessus. Mais ce n'est toujours pas concrétisé avec le client parce qu'il y a des allers-retours avec le client pour des ajustements techniques ou financiers ou contractuels. Et à un moment donné, ça va converger ou pas. Ça peut ne pas converger et du coup, on peut ne pas signer de contrat. Donc, voilà. Et quand dans cette phase de préparation, en fait, on travaille en étroite collaboration avec le futur chef de projet. Comme ça, tout ce qu'on a choisi, on le choisit aussi ensemble. Et donc, c'est plus... Voilà, c'est plus simple de le faire. Enfin, normalement, c'est le futur chef de projet, mais on comprend bien que des fois, si ça dure 3 ans, le chef de projet, il a pu changer. Mais en tout cas, le service qui sera en charge après de maintenir ce projet va avoir suivi tout ce montage. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand le contrat il a été signé. Donc là, le chef de projet, donc moi en l'occurrence, j'interviens. Donc, et là, je vais être un peu le chef d'orchestre au niveau du projet, donc avec toutes les personnes qui vont travailler avec moi, pour m'assurer qu'on répond bien aux besoins du client. Et donc, je vais coordonner toutes les activités autour du projet pour m'assurer qu'on livre dans les temps, que le client il est satisfait, et vraiment que ce qui a été vendu au client, c'est vraiment ça qui est fait, en fait. Et c'est un de mes anciens chefs qui m'a dit « Oh Juliette, il y a un poste, c'est pour toi là !» Et je l'ai lu. J'ai dit « Ah mais non, attends, il y a 50% des choses que j'ai jamais faites. » Et ça, mesdemoiselles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus typiquement féminin. C'est-à-dire que quand on lit une fiche de poste, si on n'a pas fait 80% de ce qui est écrit dessus,
on dit ben non, c'est pas pour moi. Ouais. Messieurs les garçons, c'est beaucoup mieux. À 50%, vous allez voir ce qui se passe. Et donc, là, j'avais un chef qui était un homme et qui m'a dit, et qui a réussi à faire le parallèle des choses. Parce que c'est ça qu'il faut essayer de se faire, et aussi dans vos études, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qui me plaît d'un point de vue assez global. Et après, en fait, quand on arrive à avoir une idée de ses compétences, de ce qu'on a globalement, de ce qu'on sait faire globalement, et ben finalement, on arrive à dire ah oui, là c'est écrit comme ça, mais c'est très précis. Mais en fait, derrière la notion qu'il y a derrière ça, c'est par exemple savoir travailler en équipe. Alors que quand on lit, on lit pas du tout ça. On lit quelque chose de très précis et on se dit bah non, ça j'ai jamais fait. Par contre, Après, il y a des choses qu'on n'aura pas voilà. fait, mais c'est pas grave. Enfin, on l'apprend après pendant le poste parce qu'il y a des formations avec les collègues qui nous permettent, qui vont nous permettre de pouvoir faire le poste. Donc, voilà, ce que je vous disais, de la formation, on en fait tout le temps. Et donc, quand on change de poste, on refait de la formation. Parce qu'il y a des choses bien spécifiques qui sont demandées qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas occuper ce poste. On va se former. Et quelles sont les compétences, on va dire, requises pour démarrer un nouveau poste? Comment pouvez-vous vous sentir finalement à l'aise pour commencer un nouveau travail, un nouveau métier? Non, si, moi je pense qu'il faut. Bon, après, ça vient. Je pense que j'ai pas la même vision aujourd'hui que ce que j'avais il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, c'était vraiment. Je m'arrêtais vraiment à la description en disant telle chose, je n'ai pas fait, j'ai jamais fait, donc je sais pas, c'est l'inconnu. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à faire quand je lis quelque chose, je me dis ça, d'accord, ça c'est de l'organisation en équipe, c'est travailler avec des gens qui font des choses différentes. C'est arriver à comprendre des choses qui sont des cultures différentes potentiellement, parce que on parlait tout à l'heure de culture à l'international. C'est des gens de différents pays et une même notion, chacun ne va pas y réagir pareil, mais c'est pareil. Des fois, pour vous donner une idée, des fois je suis en réunion et j'ai avec moi des gens très techniques et des gens, par exemple, de la finance. Et ils parlent de la même chose, mais ils n'ont vraiment pas l'impression qu'ils parlent de la même chose. En fait, ils n'arrivent pas à se comprendre parce que le vocabulaire n'est pas le même, parce que tout ça. Et donc, c'est un petit peu la même chose, j'allais dire, sur un nouveau poste. C'est aller parler. Moi, je sais ce qui personnellement, en fait, j'ai besoin d'être très concrète. Donc, quand j'ai entendu parler de nouveaux postes, je suis allée voir les gens qui travaillaient, qui faisaient ça. Et leur dire, d'accord, j'ai lu ma fiche de poste, mais au quotidien, vous faites quoi? Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste-là? Et expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Pour arriver à discuter avec des gens qui font ce métier-là, parce qu'entre ce qu'on lit et ce qu'on nous explique, enfin moi j'ai besoin qu'on m'explique et de voir quelque chose de concret. Sinon, j'accroche pas, quoi. On a une question? Alors, c'est pas une question en fait. Je voudrais revenir sur le métier d'ingénieur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'osent pas en disant le métier d'ingénieur, c'est un métier fermé. Et ce qui est excellent, vous avez quand même un poste d'ingénieur, c'est au contraire des postes ouverts. Oui. On n'est pas spécialisé forcément quand on est ingénieur. Il y a des écoles d'ingénieurs de toutes sortes. Et même quand on va prendre une école, on va être formé dans une école d'ingénieur. Et puis après, on va rebondir de fil en aiguille, de poste en poste. On va rebondir, vous l'avez dit, sur des corps de métier absolument divers. Oui. Et souvent, les jeunes n'osent pas prendre cette formation-là. Et au contraire, même en étant ingénieur à la base. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé. En fait, c'est vrai qu'au travail, on a différents profils de gens. Il y a ceux qui vont vouloir être experts et qui vont passer 10 ans à faire de l'électronique parce que c'est leur truc. Et il va y avoir ceux qui vont tous les 2-3 ans changer de poste et pour vouloir découvrir un peu tout ce qui se fait dans l'entreprise, des autres corps de métier, s'enrichir un peu de ce contact avec les différents salariés et puis voilà, construire un petit peu leur parcours professionnel au fur et à mesure. Tout comme votre parcours scolaire, il va se faire aussi, va s'éclaircir avec le temps. Le parcours professionnel aussi n'est pas figé et il va évoluer. Alors,
Bon, il y a deux mauvaises nouvelles fondamentales pour les élèves développées ici. Oui. La première, c'est que quoi qu'on fasse, quand bien même on aurait envie de se réorienter après un bac plus 1 ou après, quoi qu'on fasse, ce qu'on fait, il faut le faire bien, parce qu'effectivement, c'est toujours un enrichissement personnel supplémentaire, une carte de plus à son CV. Oui. Et la deuxième chose, c'est que nos élèves, ils attendent une seule chose, c'est d'avoir terminé leurs études pour pouvoir passer dans la vie active, et comme s'il y avait une transition nette entre la phase d'apprentissage et la phase d'exploitation de ses compétences. Et en fait, nous, on est en train de découvrir que la formation, c'est tout au long de la vie, et que tout au long de la vie, il faut se remettre en cause. On ait envie de faire 10 ans d'électronique sans quitter les techniques, il faudra quand même se remettre en cause parce que la technique évolue. Voilà, donc il faut savoir rebondir, il faut se former en permanence. Et quel que soit l'engagement dans lequel la voie dans laquelle on décide d'aller, voilà, il faut faire attention. Oui. Et parfois, on va, en sortant du lycée ou de la fac ou d'une école, on va avoir une idée très précise du poste qu'on veut occuper. Mais parfois, on ne va pas l'occuper de suite. C'est vraiment quelque chose à moyen, long terme qu'on vise. Et il ne faut pas avoir peur pour y accéder. Donc, il ne faut pas perdre cet objectif. Mais pour y accéder, il ne faut pas avoir peur de passer par des postes qui peuvent nous paraître peu intéressants, mais qui vont nous permettre de gravir les échelons pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé en sortie d'école. Donc, voilà, faut pas penser que les postes que vous occuperez au début sont des postes pas bas de gamme, mais des postes qui ont peu de valeur, parce que c'est des postes qui vous feront gagner en expérience, en compétences, et qui potentiellement pourront vous permettre d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Ou pas. Parfois, on sort de l'école et on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Moi, c'est le cas. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Au début, je voulais travailler dans une boîte d'export. Ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas travaillé dans une société d'export, d'import-export. Pourtant, j'avais un diplôme qui me permettait de faire ça. Non, j'ai commencé par une société un transitaire de transport. Donc, une société de transport. Bon, rien à voir avec ce que j'avais fait, mis à part l'international. Mais après, j'ai changé. Je me suis formée et je suis arrivée là où je suis. Là aussi, Pardon. c'est là aussi où les rencontres sont importantes, de pouvoir, très important. Avec plusieurs personnes de différents milieux professionnels qui ont différents métiers, vous allez plus comprendre ce qu'il y a derrière le secteur d'activité et derrière chaque métier. Parce qu'on a toujours une idée de ce qu'on veut faire. Un jour ou l'autre, on a une idée de ce qu'on veut faire. Puis quand on est dans ce poste, on se rend compte que ce n'est pas fait pour nous, que ce n'est pas ce dont on attendait. Donc, ces rencontres que vous avez à cet âge-là sont bénéfiques en fait pour votre réflexion sur votre chemin de vie. Donc il y a un autre thème qui a été abordé, c'est la notion de connaissance. Et je ne voudrais pas que les élèves se méprennent sur ce qu'on sous-entend par connaissance, mais connaissance, c'est vraiment le carnet d'adresses professionnelles. Et en fait, ce carnet d'adresses professionnelles, vous allez le construire dès vos premiers pas dans le monde professionnel par le biais de stages ou autres, à commencer par même si vous avez fait un stage de 3 jours au collège, c'est déjà un premier pas dans le monde professionnel. Et voilà, vous construisez votre carnet d'adresses, vous commencez à le construire là. Et les connaissances, c'est ça, c'est les connaissances au sens professionnel. Parfois, quand vous hésitez pour une voie ou une autre par rapport à vos études, si vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a déjà l'expérience dans le métier vers lequel c'est destiné, ou en tout cas même un étudiant qui est déjà dans ces études-là pour vous expliquer comment ça se passe et être sûr du contenu et vraiment si ça correspond à ce que vous attendiez, n'hésitez pas aussi. C'est important. Je veux dire, comme je dis, les réseaux sociaux aujourd'hui existent. Moi, c'était plus difficile à mon époque. Et je me rends compte de la puissance de ces outils-là aussi pour progresser au quotidien, quoi. Comme je disais, il y a un collégien qui m'a contacté il y a 4 jours pour me demander le métier que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'il réfléchissait déjà à ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait choisir de faire plutôt de la physique, plutôt des maths après, ou faire. Voilà, il ne savait pas trop où aller. Et voilà, il m'a demandé à quoi ça consistait mon métier. Mais, voilà, je lui ai expliqué. Et c'est vrai que c'est des démarches que vous pouvez avoir. Tout simplement, prendre en contact avec moi sur LinkedIn. Donc, comme quoi, il y a des moyens quand même de vous-même, vous alliez chercher l'information. Voilà. Bon, si vous nous en disiez plus alors sur le big manager,
Oui. Voilà. Donc, en fait, sur le Bid Manager, c'est un petit peu, je vous expliquais un petit peu quelles sont les différentes phases. Donc, alors, je suis désolée, Bid Manager, ça n'a pas vraiment, c'est montage d'offres, mais il y a pas de titre de poste en français, hein. Et donc, un petit peu en quelques points, ce que c'est on a une demande client qui arrive. Donc, nous, on va analyser la demande du client, on va regarder par rapport à ce qu'on offre en produit en standard, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, comment on peut les faire fonctionner. Est-ce que c'est simplement, est-ce que c'est un projet qu'on va monter, mais finalement, on n'a que de la donnée. Donc, chez nous, moi, je suis plutôt spécialisée dans les offres avec la donnée satellite, hein, avec la donnée image et plutôt sur des grandes surfaces. Mais donc, je vais pouvoir regarder tout ça, voir quels sont les. Donc, je vais travailler avec des experts techniques ou avec des chefs de projet. Après, comme j'ai une connaissance, je suis géographe et que ça fait longtemps que je travaille dans l'imagerie satellite, je suis plutôt une experte aussi côté imagerie. Mais donc, analyser ça et regarder un petit peu, c'est-à-dire qu'on va avoir la demande et quelque part, on va dire, ah oui, oui, mais le mieux, ce serait ça. Mais il faut prendre en compte, donc c'est une analyse qui prend en compte toutes les différents aspects de la demande, parce que le client, il a aussi un budget. Donc, le produit qui serait le mieux possible pour lui, il n'est peut-être pas atteignable d'un point de vue budgétaire. Donc, il va falloir trouver la meilleure construction pour que ça rentre dans son budget, pour que ça satisfasse son besoin, pour qu'on soit capable, en modifiant le moins possible nos produits standards, de faire quelque chose. Voilà, c'est tout ça qui est. Et honnêtement, il y a une grosse partie de connaissance du client. Quand aujourd'hui, il y a une relation de confiance, quand je leur propose quelque chose et en fait, je comprends bien leurs besoins, ça va très, très vite. Parce qu'on est en réunion et on dit: «Oui, bah, alors votre besoin, c'est ça, est-ce que j'ai bien compris?» Donc et vraiment avec une relation de confiance avec les clients, c'est extraordinaire, quoi. Il faut arriver à comprendre le besoin du client, ce qu'on a nous et faire quelque chose, qu'on arrive à expliquer aussi et qu'on arrive à démontrer et si nous, on est convaincus qu'il y a une relation de confiance avec le client, ça passe. C'est super important, la relation de confiance. Voilà. Donc, il y a la phase de montage, bon, tout ça, et avec le client, donc des itérations, etc., mais surtout en interne aussi, donc faire en sorte qu'au niveau de la société, tout fonctionne aussi pour faire ce montage-là. Donc, il faut, à chaque fois qu'on amène un nouveau projet, il ne faut pas que ça perturbe les projets existants, il faut que ça tienne dans nos chaînes de production, enfin voilà, il faut que ce soit dans les coûts, donc tout ça, on l'analyse et on ne fait jamais la même chose. On ne fait jamais la même chose. Jamais la même chose. Voilà. Parce que d'une demande client à un autre, c'est totalement différent. Il n'y a pas une demande qui se ressemble. Il y a toujours quelque chose de spécifique à la demande, même si globalement c'est de la vente d'images. Le besoin derrière du client est différent. Ce qui fait que c'est un métier très intéressant et très riche parce qu'on ne fait jamais la même chose. Voilà, on utilise les mêmes compétences, ouais. mais on a toujours une. C'est très varié. Très varié. Donc la phase de montage, je vous montrais, il y avait plein de choses. La phase de négociation. Donc là, c'était intéressant parce qu'on est allés toutes les deux 2-3 fois à San Francisco. C'est une très belle ville. C'est les côtés sympathiques de travailler à l'international. Maintenant, c'est en visioconférence, mais voilà. Et donc, une fois qu'on signe, je transmets au chef de projet. Et donc, on est vraiment le chef d'orchestre pendant toute la durée du contrat avec toutes les personnes qui vont travailler donc avec moi. Donc, sur le projet Google, on est 3 à travailler dessus, 3-4. Donc, avec des métiers, des profils différents, mais on est tous ensemble pour répondre aux besoins du client. Et on est en relation constante avec le client. Donc, pour s'assurer que ce qui a été signé au travers du contrat est bien en place, techniquement, opérationnellement, et vraiment répondre à tout le moindre petit besoin que le client peut avoir, on est là pour le satisfaire. Le but, c'est vraiment que le client il soit content.
Donc voilà, donc on fait vraiment le chef d'orchestre, et on va s'assurer, on va piloter le projet, on va s'assurer de la rentabilité, de la satisfaction. Voilà, donc il y a des qualités qui sont requises, il y a un savoir-faire qui est requis, mais qu'on apprend. Enfin, moi, il y avait des qualités que je n'avais pas, un savoir-faire que je n'avais pas et que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences, et voilà, tout ce qu'on vous dit depuis le début. Très rapidement, juste pour vous montrer, donc le client Google, il a une demande pour une image satellite. Donc, ce n'est pas une image parce que lui, c'est une couverture de plusieurs millions de kilomètres carrés dans le monde. Et donc, il nous demande des images régulièrement. Donc, il nous fait des demandes qu'on reçoit ici à Toulouse au centre de mission, donc là où on travaille Juliette et moi. Et donc, ces demandes, on va les envoyer au niveau des satellites. Donc, Google, c'est des satellites, c'est Pléiades qui est demandé. Donc, ce sont des satellites optiques par radar. Donc, notre demande, elle est envoyée au satellite. Le satellite va acquérir une image. Et ensuite, ça va être renvoyé, enfin, la télémétrie va être renvoyée sur le centre de mission. Donc, on envoie un ordre de programmation. Et le satellite, une fois qu'il a acquis, télécharge, la télémétrie est renvoyée sur le centre de mission. Et ensuite, l'image va être produite, toujours au centre de mission, et ensuite, elle sera livrée au client. Donc, c'est globalement la chaîne qui est réalisée, mais pour n'importe quel client, pas que le client Google. C'est vraiment un client a une demande, ça arrive au centre de mission, on programme le satellite. Ensuite, la télémétrie est redescendue une fois que l'image est acquise au centre de mission. On produit l'image sur nos systèmes de production et on produit l'image par rapport à ce qui est demandé par le client. Il va demander des spécificités vraiment au niveau de l'image, au niveau du format, au niveau de la livraison. Et tout ça, c'est développé pour le client. Là, rapidement aussi, c'est une plateforme qu'on a mis à disposition du client. C'était quelque chose qui était demandé au travers du contrat, donc on l'a développé pour pouvoir répondre à son besoin, qui lui permet de suivre au quotidien l'état d'avancement de la couverture des zones qu'il nous demande d'acquérir avec nos images satellites Pléiades. Donc tous les jours, il se connecte sur la plateforme et c'est vraiment son outil pour monitorer, pour vérifier comment sa couverture évolue dans le monde entier. Voilà. Et donc là, une fois que les images sont acquises, elles sont publiées sur un outil que vous devez utiliser peut-être de temps en temps, qui est Google Earth. Donc dans Google Earth, quand vous vous amusez à regarder des images satellites, vous avez en bas dans l'encadré jaune, vous verrez que ce sont des images Airbus. Voilà. Une question que forcément tout le monde se pose. Comment ça se fait que Google sollicite les Européens pour produire des images satellites et que les Américains n'arrivent pas à produire leurs propres images satellites? C'est assez étonnant. Si vous avez… Alors, juste en dessous, là, l'image de gauche, en dessous, il y a écrit image Maxar Technologies. Maxar est notre principal concurrent et il est américain. Et donc, Google a un contrat avec les Européens et avec les Américains. Donc, vous, si vous avez des questions de chez vous, si les élèves ont des questions… Est-ce que vous avez des questions? Je veux savoir s'il y a des applications au niveau de l'érosion, par exemple, toutes les études du littoral ou par rapport à la géologie, des plaques, etc. Est-ce que vous avez des demandes de ce style? Alors, je pense que c'est plus des… Moi, je ne les vois pas forcément passer. C'est plus des études potentiellement qui sont faites au niveau du BRGM ou des petits bureaux d'études. Et en fait, moi, je ne vois passer les demandes que sur des vraiment gros projets ou des demandes atypiques. Donc ça, typiquement, pour l'achat d'images, pour faire des études géologiques ou Mais ça existe. des modèles numériques de terrain, etc., ça existe. C'est traité directement par la clientèle. Mais oui, il y a des… C'est utilisé pour ça. Notamment pour la géologie, je pense qu'on fait pas mal de… On a une capacité en fait d'acquisition en stéréo, c'est-à-dire que le satellite, quand il va passer là, il va prendre une image là, et puis il va continuer sa course, et quand il va passer là, il va prendre une deuxième image. Donc on va avoir une image avec deux points de vue différents, et ça va permettre de faire un modèle numérique de terrain, donc de la 3D. En gros, quand vous vous mettez, par exemple, sur Google Earth, si vous voyez, si vous faites relief, vous allez voir les choses en 3D.
Donc ça permet ça. Et pour les couches géologiques, je pense que c'est quelque chose qui peut assez bien servir parce que ça permet de retracer les couches ou d'imaginer un peu la courbure, etc. Mais c'est vrai que pour la géologie, je pense que c'est mieux dans des pays, plutôt le Moyen-Orient et autres, où il n'y a pas forcément une couche de végétation bien au-dessus, parce qu'avec l'optique, on voit ce qu'il y a au-dessus. Donc, par exemple, je sais que côté géologique, on peut voir des choses dans les champs, mais pas quand il y a les cultures. Voilà. Parce qu'on ne traverse pas le sol avec l'optique. On voit ce qui est en surface. Il y avait une autre question?